et bienvenue à un nouveau numéro de Bouquinons. Aujourd'hui, nous recevons Marcus de Ruiter. Nous allons le recevoir en tant qu'auteur pour sa publication Les Histoires de nos vies, mais surtout pour sa maison d'édition, puisque Marcus s'auto-édite. Alors, sans plus tarder, nous allons débuter l'entretien. Ibou Kandioli, bonjour. Bonjour. Alors, Ibou Kandioli, Marcus de Ruiter, dites-nous un peu. Alors, Ibou Kandioli, c'est mon nom, le nom que je porte depuis la naissance. Et Marcus, c'est aussi mon nom, mon prénom. Mais The Ruiter, je l'ai ajouté juste pour signifier que ce sont des livres de fiction que j'écris avec The Ruiter. Et Ibou Kandioli, c'est celui que j'utilise en tant qu'entrepreneur et haute activité. Parce que vous êtes entrepreneur aussi. Alors, ok. Aujourd'hui, nous allons parler des histoires de vos vies. Parlez-nous un peu, qu'est-ce qui vous a inspiré pour ce livre-là? Alors, à la base, je n'avais pas l'intention d'écrire un recueil de nouvelles. Sur Facebook, j'avais l'habitude de publier des chroniques, ce qu'on appelle des feuilletons littéraires plutôt. Et donc j'avais commencé par cela et après les gens s'identifiaient beaucoup plus à mes écrits et aux personnages que je dressais, etc. Et tout. Et à partir de là, il y a beaucoup de personnes qui ont commencé à me contacter. C'est-à-dire ces personnes-là venaient partager avec moi leurs histoires parce qu'elles voulaient aussi que je leur apporte des conseils, etc. etc. Et en recevant ces histoires, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de gens qui vivaient dans certaines souffrances, mais qui n'osaient pas le dire. Et malheureusement aussi, on vit dans des sociétés qui jugent trop facilement, sans savoir exactement par quoi ces personnes sont passées. Et c'est donc à partir de là que j'ai eu cette idée. D'abord, j'ai commencé avec une première personne. Je lui ai dit, ton histoire, ce serait bien que d'autres personnes la connaissent, parce que ça, non seulement ça leur inspirera, mais aussi ça leur permettra aussi de partager les leurs. Donc voilà. Finalement, ce sont ces gens-là qui sont venus vers vous. Oui, justement. Okay. Et donc, lorsque j'ai commencé avec la première personne, et après j'ai proposé aussi cela aux autres personnes, celles qui partagent avec moi leurs histoires, et elles ont trouvé l'idée intéressante aussi. Donc, c'est comme ça qu'on s'est lancé dans l'écriture de Les Histoires de vos vies. Donc finalement, ça a donné 15 histoires que vous avez mis en recueil d'histoires. Exactement. Ok. Dites-nous un peu, comment les gens ont pu avoir confiance en Marcus? Alors ça, c'est vraiment une chose que je ne comprendrai certainement jamais. Parce que jusqu'à aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui viennent sur Facebook me raconter leurs histoires personnelles, parfois des histoires que je pense, si elles me connaissaient très bien, peut-être ne l'auraient jamais partagé avec moi. Mais elles le font. Et bon, je ne peux pas expliquer cela. Vraiment, je ne sais pas. Vous ne pouvez pas le résoudre, mais vous pouvez écrire cela dans un livre, dans une publication sur Facebook ou ailleurs. Bon, en fait, j'avais déjà l'habitude de le faire. Je partageais moi-même mes propres histoires et parfois des histoires de fiction. Et comme je l'ai dit, il y a certaines personnes qui se reconnaissaient dans ces histoires-là. Et c'est à partir de là que ces personnes se sont dit pourquoi je ne veux pas passer par Marcus pour qu'il écrive mon histoire, mais de manière anonyme. D'accord. Voilà. Donc, dans le recueil, c'est 15 histoires en fait. Oui. C'est sûr que dans ces 15 histoires-là, il y a une qui est vôtre. Certainement, oui. Dites-nous un peu, c'est quelle histoire? Parce que dans le livre, je rappelle, il y a inceste, il y a une histoire d'inceste, il y a une histoire de deux jeunes qui s'aimaient mais qui n'a pas pu finalement aboutir parce que les parents n'en voulaient pas, question de religion. Il y a aussi un jeune qui s'est vu accusé de viol alors que sa copine s'est donnée à lui. Dites-nous un peu. Alors, comme je l'ai dit dans la préface du livre, en fait, chaque lecteur, normalement, se retrouvera soit dans l'histoire ou reconnaîtra l'histoire d'une personne, en fait, un vécu, normalement. Bon, je ne dirais pas exactement laquelle de ces histoires est la mienne, mais comme je l'ai dit, avant la sortie du livre, j'ai une histoire et maintenant c'est au lecteur de la découvrir. Je préfère encore jusque-là garder l'anonymat de l'histoire. D'accord. Maintenant, c'est à chacun de dire à quelle histoire il m'identifie, etc. D'accord, comme vous voulez. Alors, dans chaque histoire, avant chaque histoire, dans le livre, vous reprenez un auteur. Là, par exemple, vous reprenez Felwine Sarr quand il dit « L'amour ne s'apprend qu'en son absence ». Pourquoi vous avez choisi de reprendre, à chaque début d'histoire, de reprendre les dits d'un auteur? Alors, c'est une habitude que j'ai depuis très longtemps déjà. Quand j'écris, j'ai l'habitude de prendre des citations de livres que j'ai déjà lus pour coller ces citations-là avec les histoires que je raconte. D'accord. Donc, pour ce projet-là, Les Histoires de vos vies, j'ai vu en fait des citations qui collaient très bien aux histoires. Ça veut dire qui venaient en fait apporter un message déjà au préalable avant que le lecteur entre
vraiment dans le fond de l'histoire. Et donc je me suis dit ce serait vraiment intéressant de commencer par cela. Donc chaque histoire commence par une citation. Et aussi ces citations-là, c'est aussi une manière pour moi de faire connaître les auteurs, mes auteurs peut-être favoris, etc. Et tout. Voilà. Revenons un peu aux histoires. Si vous avez réussi à vous faire, à gagner la confiance de ces gens-là qui sont venus vers vous, c'est parce que vous avez une idée de la société africaine. Quand je dis société africaine, je pense directement au fond de toutes ces histoires-là qui finalement sont banales. Je ne sais pas trop, c'est quoi votre vision de la société africaine, de leur vision? Parce que c'est des histoires qui finissent mal ou qui finissent bêtes. Dites-nous un peu. Bon, pour la manière dont finissent les histoires, il y a pas mal de lecteurs qui m'ont fait ces reproches-là. Parfois, ils disent qu'ils auraient bien voulu qu'on aille un peu au-delà de cela, savoir qu'est-ce qui se passe ensuite. Et il y a d'autres qui disent qu'ils auraient bien voulu que l'histoire se termine d'une autre manière. Bon, et là, je tiens toujours à préciser une chose. Il y a une différence entre la fiction et la réalité. La réalité, c'est pas tout le temps des happy endings. C'est sûr. Donc voilà. Et si on est auteur et qu'on cherche juste à montrer le bon côté des choses, pour moi, c'est une manière de tromper aussi les lecteurs. Voilà. Donc, je me dis que si on est auteur, il faut dire les choses telles qu'on les voit. Et moi, quand j'observe la société, pour répondre à votre question, quand j'observe la société, je vois que nous sommes dans des sociétés, quand je dis, c'est aussi, je fais allusion aux pays les pays africains dans lesquels j'ai été, nous sommes dans des sociétés en majorité hypocrites. Et c'est un peu cette hypocrisie-là que je voulais essayer de démontrer à travers ces histoires, etc. et tout. Donc, bon, c'est un peu gros de dire, en fait, hypocrite, il y a plein de choses, etc. et tout, mais je pense que c'est vraiment là, la base, l'hypocrisie. D'accord. Voilà. Si vous êtes capable de dire que la société-là, elle est hypocrite, vous devez aussi être en mesure de dire que ces gens-là qui sont venus vers vous sont aussi, je ne sais pas quel qualificatif vous leur donnez pour ne pas être assez... Mais c'est sûr que ces jeunes filles-là, par exemple, la jeune fille qui a voulu se marier à 23 ans avec un vieux qu'elle n'aimait pas, juste parce que les gens n'arrêtaient pas de dire qu'elle était vieille à 23 ans. Pour cette jeune fille-là qui est venue vers vous pour vous confier son histoire, je pense que voilà, elle aussi, elle mérite un attributif comme hypocrite que vous donnez à la société. Ouais, bon, ça, je pense que c'est tout le monde. Hein. Les gens n'ont pas cette habitude-là de partager leurs histoires, les histoires qui leur font souffrir surtout. Et on vit dans une société, comme je le disais tout à l'heure, on vit dans une société où on est plus habitué à cacher les choses que de les montrer. Et c'est même pour cette raison-là que vous allez voir que la plupart de ces personnes ont choisi l'anonymat. Parce que comme ça, on peut pas les reconnaître. Maintenant, de là à dire si elles sont hypocrites ou elles sont ceci, elles sont cela, je pense que c'est beaucoup plus au lecteur de dire ce qu'il pense de chaque... En fait, pour le livre-là, je pense que pour le contexte du livre, il n'y a pas de lecteur, en fait. Parce que dans les histoires, d'autres s'y retrouvent. Il n'y a pas de lecteur. Donc, on considère que tout le monde est dans les histoires. Oui, mais si on veut commencer à porter des jugements par rapport à une personne parce qu'elle a fait ceci, parce qu'elle a fait cela, donc elle est ceci, ça risque d'être problématique. En fait, c'est pas une question de jugement, mais si l'auteur doit porter la voix de la société, genre pour dénoncer certaines choses, il doit être en mesure aussi de... En mesure de faire quoi? De donner un attribut à ces personnes-là? Voilà, ou bien de les diriger, ou bien d'écrire des choses qui les feront vraiment voir la réalité. Oui, bon, c'est à double sens parce que ces personnes avec lesquelles j'ai discuté pour recueillir les histoires, ce sont des personnes auxquelles je peux dire prodiguer certains conseils aussi. Voilà. Donc, quand j'écris par exemple une histoire, c'est pour répondre un peu à ce que Victor Hugo a dit. Il dit que lorsque je parle de moi, c'est de vous que je parle. Donc, lorsque j'écris une histoire et cette histoire-là parle d'une certaine personne, aussi c'est un conseil qu'on est en train de donner à une autre personne qui n'a pas encore vécu cette chose-là et qui pourrait l'éviter. Donc bon, maintenant de là à me mettre en tant que conseiller, je préfère ne pas le faire. C'est même pour cette raison que je me suis seulement arrêté à la préface et les histoires, je les ai racontées aussi fidèlement que possible. Telles qu'elles sont. Voilà, telles qu'elles m'ont été contées. D'accord. Donc pour les histoires, je m'en arrête là. Je le conseille vivement au public parce que c'est vraiment intéressant. C'est des histoires, en tout cas personnellement, j'ai eu mon histoire à moi. Alors on passe un peu à l'édition. Je rappelle que vous êtes aussi éditeur, vous êtes auto-édité. Dites-nous un peu, avant de venir à Kusoma, c'est-à-dire votre maison d'édition, comment vous avez procédé pour l'édition? Alors le choix de l'auto-édition, ce n'était pas un choix que j'avais voulu au début parce que comme tout auteur, on préfère se faire éditer par une maison d'édition normale, etc. et tout. Mais j'ai constaté qu'il y avait un problème ici au Sénégal, le problème de l'édition. C'était soit vous travaillez avec des maisons qui ne faisaient pas le travail de l'éditeur de la manière dont cela se devait, ou bien vous travaillez avec des maisons d'édition qui ne comprenaient pas
ce que vous essayez de passer à travers votre œuvre. Donc c'est pour cette raison que j'ai choisi personnellement de passer par l'auto-édition. Je me suis dit que j'avais les capacités de le faire et voilà, j'ai choisi l'auto-édition. Bon, quand on dit auto-édition, certaines personnes pensent qu'on fait tout le travail, c'est-à-dire du début jusqu'à la fin. Non, j'ai contacté des personnes, des correcteurs, j'ai contacté aussi d'autres personnes, par exemple, pour la mise en page du livre, etc. et tout, parce que je n'avais pas encore ces compétences-là. Donc voilà, je me suis approché d'autres personnes pour le faire. Et après, le clos de la chose, c'est avec l'imprimeur. Et c'était ici au Sénégal. Et après, le marketing qui a suivi la communication, je l'ai fait moi-même. Vous-même? Oui. Et la diffusion, où est-ce que ça s'achète? Bon, le livre, il est disponible à la librairie Athéna et aussi à la librairie 4 Vents. Bon, dernièrement, c'était en rupture de stock, mais j'avais mis les livres dans les librairies que je connaissais le mieux. Et aussi dans les écoles, parce que j'ai fait la ronde des écoles, non seulement de Dakar, mais aussi des régions, pour essayer de mettre les livres en fait, qu'ils soient accessibles surtout à la cible. Et la cible en question, c'était la jeunesse. Important. Ouais. Alors, vous nous parlez un peu de l'édition. Oui. Dites-nous un peu, vous avez votre maison d'édition. Pourquoi vous avez eu à contacter des gens pour corriger? Vous avez une maison? Oui, en fait, les éditions Kusoma, c'est un projet assez récent, qui date de juin 2015 seulement, le lancement. Mais le livre en question, je l'ai sorti bien avant. C'était en fin 2014. Oui. Donc en ce moment, je n'avais pas encore ces compétences-là. Et en fait, je ne voulais même pas prendre le risque de le faire par moi-même. Je voulais d'abord apprendre de par d'autres personnes qui sont des professionnels dans le métier. Et ensuite, le faire avec les éditions Kusoma. Et les éditions Kusoma, en fait, c'est juste pour... comme je l'ai dit, c'est pour démocratiser l'édition. Parce que jusque-là, l'édition était réservée à certaines personnes. Etc. Voilà. Mais attendez un peu. Si on se fait éditer par Kusoma, est-ce qu'on a les mêmes attributs que celui qui s'est fait éditer par Harmattan, par exemple? Bah oui. Quand on se fait éditer... Moi, personnellement, quand je vois Kusoma adresse Parcelles Assainies, je n'ai rien contre le livre, mais en fait, je tique un peu. Bon, je vous donne par exemple un exemple assez banal. La maison d'édition Seuil. Qui est-ce qui sait où est-ce qu'elle est située exactement? En France. Oui, mais exactement où? Genre dans une banlieue où... Voilà, donc personne ne sait. Mais pourtant lorsqu'un livre sort de Seuil, on sait très bien que c'est un livre de qualité. C'est bien, oui. Voilà, donc je pense que c'est pas l'emplacement de la maison qui compte, mais c'est plutôt le travail de cette maison-là. D'accord. Voilà. Mais est-ce qu'avec Kusoma, on a les chances d'avoir des prix comme si on était édité par une autre grande maison d'édition? C'est relatif de dire grande maison d'édition parce que tous les éditeurs, je pense qu'ils se valent à un certain niveau parce que ce sont des gens qui produisent des livres. Non, mais là, c'est l'éditeur qui parle. Il est question de crédibilité. Oui, question de crédibilité. Nous sommes une entreprise qui vient de se lancer et nous avons encore un chemin à faire. Et je pense que d'ici quelques années, Inch'Allah, on pourra dire aussi que les éditions Kusoma sont une grande maison d'édition. Parce que voilà, c'est vers cela que nous essayons de tendre. D'accord, on le souhaite en tout cas. Merci. Dites-nous, on peut parler un peu de Kusoma, de la réalisation. Où est-ce qu'a commencé Kusoma en fait? Alors, les éditions Kusoma font partie d'un groupe qui s'appelle le Kusoma Group. Et notre objectif en fait, c'est de démocratiser d'abord la lecture et l'édition, comme je vous l'ai dit tantôt. C'est parti d'un constat. Aujourd'hui, c'est difficile de se faire éditer en Afrique. C'est pour cette raison même que pas mal de jeunes auteurs, je dis jeunes auteurs pour dire des novices, préfèrent s'adresser à des maisons d'édition alternatives qui se trouvent à l'étranger par exemple. Parce qu'ils ont cette difficulté-là de se faire éditer en Afrique. Et donc c'est ce qu'on a essayé de mettre en place à travers les éditions Kusoma. Mais aussi, il y a un problème, c'est l'accès aux livres. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, même si nous sommes des passionnés de lecture, le livre il est assez cher ici en Afrique pour les populations. Donc face à ce problème-là et à ce qu'on dit tout souvent, les Africains ne lisent pas, quelle est la solution qu'on pouvait apporter? Donc cette solution, nous on a pensé à l'apporter avec Kusoma Group. Donc Kusoma Group en fait c'est une plateforme web et mobile qui comprend un éditeur, une librairie et une bibliothèque en ligne. Donc les gens pourront aussi bien trouver des livres numériques sur la plateforme que des livres physiques qu'ils pourront acheter directement en ligne. D'accord. Donc vous assurez aux jeunes auteurs, c'est-à-dire ces novices-là dont vous parlez, une édition, au lieu de courir derrière les grandes maisons d'édition, vous les assurez aussi une bonne visibilité de leurs produits parce que je vois que vous avez des livres en ligne. Oui. Dites-nous un peu. En fait, c'est pas véritablement les assurer
au lieu de courir vers des grandes maisons d'édition. Mais c'est plutôt essayer de faire le premier pas pour leur permettre en fait d'être éligibles face à ces grandes maisons d'édition. C'est-à-dire, je prends un exemple très simple. Il y a des auteurs ici qui, s'ils envoient leurs œuvres à des maisons d'édition, ces maisons d'édition vont refuser leur œuvre. Pas forcément parce que cette œuvre-là n'est pas très bonne, mais parce que ces auteurs ne sont pas connus. C'est une réalité, c'est une réalité ici. Alors que si on prend un auteur qui a déjà pu se constituer une certaine communauté, je prends mon cas personnellement. Aujourd'hui, je ne suis pas passé par une maison d'édition, vous disiez tantôt avec les histoires de vos vies, je ne suis pas passé par une maison d'édition, et pourtant j'ai pu vendre un grand nombre d'exemplaires. Pourquoi? Parce que j'avais pu me constituer une certaine communauté de lecteurs. Donc je me dis que si on faisait la même chose pour certains auteurs qui sont aussi comme moi, je dirais, ces auteurs-là pourront non seulement avoir une communauté qui pourra faire, comment je peux dire, qui sera une force lorsque ces auteurs-là iront vers des maisons d'édition beaucoup plus connues. En fait, vous avez trouvé une méthode de communication bien avant de proposer le livre. Oui. C'était un marketing en quelque sorte, c'était ça. Justement. Donc moi, ce que je propose, c'est que pour les jeunes auteurs-là, qu'ils se retrouvent en Kusoma, que vous les rassurez en fait, qu'ils n'aient pas à aller chez Harmattan pour qu'ils déposent leur manuscrit pendant des années et ne pas se faire éditer. Oui. C'est que vous leur donnez de l'assurance en fait. Justement, et c'est vraiment ce que nous sommes en train d'essayer de faire avec la communication, c'est-à-dire que faire comprendre à ces jeunes auteurs-là que si vous passez par Kusoma, nous allons mettre toutes nos compétences en œuvre pour d'abord, faire en sorte que votre livre soit lu, parce que c'est la première des choses la plus importante pour tout auteur, c'est d'être lu d'abord. Et ensuite, faire en sorte que ce livre-là puisse être distribué un peu partout. Et en ce moment, nous sommes en train de tisser des partenariats avec des éditeurs traditionnels qui vont, une fois que nous aurons publié, nous aurons fait sortir des livres en version par exemple numérique, etc. et que ces livres-là auront eu l'acquisition, en fait, qu'ils auront été acceptés par les lecteurs. Ces maisons d'édition-là vont publier ces livres-là en version papier. Voilà, donc c'est un peu c'est ce que nous essayons de faire. En ce moment, les éditions Kusoma ne veulent pas en tant que telles publier des livres en version papier. Nous voulons nous concentrer pour l'instant sur la version numérique et permettre, en fait, être des passerelles entre les éditeurs traditionnels et les auteurs. D'accord, mais vous cherchez quand même à faire la version papier parce que le livre numérique n'égalera jamais la version traditionnelle. Évidemment. Comme je l'ai dit, ça veut dire que nous, notre premier objectif, c'est quoi? C'est de permettre à ces auteurs-là d'abord, d'être reconnus en tant qu'auteurs, d'être lus, ensuite, et aussi, lorsque ces auteurs-là iront vers des maisons d'édition, qu'ils puissent être acceptés parce que ils auront déjà eu un parcours. Mais un auteur qui n'a encore rien fait, c'est-à-dire qu'on ne sait pas si ses écrits sont appréciés ou pas. S'il n'est pas connu, il n'a pas de grand préfacier, c'est ça. On peut le dire. Ouais. Donc parlez-nous un peu de la situation générale du livre au Sénégal et de la lecture en quelque sorte. Vous êtes acteur du milieu, vous êtes auteur-éditeur, vous vivez du livre et vous le faites vivre. Dites-nous un peu. Bon, je le dis tout le temps, le livre au Sénégal, comme dans certains pays d'Afrique, connaît une crise. Et cette crise-là, on le voit tout le temps, les gens le disent, les Africains ne lisent pas, les jeunes ne lisent pas, etc. Et pourtant, on sait très bien que les jeunes lisent. Les jeunes lisent, on les retrouve sur Facebook en train de lire des chroniques. Donc pour quelles raisons ils ne vont pas vers ces livres-là? Et c'est un peu tout cela que nous avons essayé d'analyser et nous avons essayé d'apporter une réponse avec Kusoma. Donc, pour revenir encore à votre question, le problème du livre, en fait, c'est aussi bien un problème qui concerne le gouvernement que les éditeurs et les librairies. Vous pensez? Oui, je le pense. Par exemple, en tant qu'éditeur, je le dis, les librairies prennent jusqu'à 40% d'un livre. Et ça, si une librairie prend 40%, combien l'éditeur doit prendre et redonner à l'auteur? D'accord. Donc c'est un problème. Et l'éditeur aussi, le problème c'est quoi? C'est qu'ils n'ont pas les budgets suffisants pour faire le marketing. Et je pense qu'il y a beaucoup qui n'ont pas encore compris qu'il y a le marketing digital et la communication digitale qui est vraiment très bien et qui a fait beaucoup et qui permet d'atteindre ces objectifs. Voilà, donc le problème en fait c'est à tous ces niveaux-là, selon moi. D'accord, et sur ce, qu'est-ce que vous préconisez? Ce que je préconise, c'est ce que je suis en train de faire avec les éditions Kusoma, justement. C'est-à-dire que d'abord essayer d'être des partenaires de ces maisons d'édition traditionnelles-là pour les aider dans leur communication, dans aussi le marketing de leurs œuvres, mais aussi permettre aux auteurs qui ne sont pas encore connus d'avoir une tribune, d'être connus déjà premièrement. Et comme je l'ai dit dans un article, nous essayons de sauver et le livre
et les auteurs et les éditeurs africains. En même temps. Voilà, en même temps. Ok. Ibouka, Marcus, qu'est-ce que vous dites à la jeunesse sénégalaise pour le livre en fait? Pour les livres, je parlerai en tant qu'un passionné de lecture. Je pense que le livre en fait nous apprend beaucoup plus sur nous et sur les autres que ne le fait, je sais pas, d'autres formes d'art, que ne le font d'autres formes d'art. Voilà. Donc moi, j'ai trouvé depuis très jeune déjà, je ne sais même pas comment l'exprimer, j'ai trouvé vraiment quelque chose d'extraordinaire dans la lecture. C'est vraiment le passionné qui parle. Non, franchement, j'ai trouvé quelque chose d'extraordinaire dans la lecture et c'est pour cette raison que j'incite autant que possible les jeunes à lire. Et je déplore en fait le fait qu'il n'y ait pas de club de lecture ici par exemple au Sénégal. Ce sont des choses que j'ai vues ailleurs et j'ai essayé de les implanter. Mais vous êtes acteur dans le milieu, pourquoi ne pas le faire? C'est ce que je suis en train de dire. J'ai essayé de les implanter et je suis encore en train de le faire. Par exemple, à Saint-Louis, j'ai été dans une école, dans un lycée où j'ai rencontré des jeunes qui étaient passionnés de lecture mais qui n'avaient pas accès aux livres. Et nous avons essayé de travailler ensemble non seulement pour mettre à disposition des livres pour ces jeunes-là, mais aussi leur permettre d'aller vers d'autres livres auxquels ils ne pouvaient pas avoir accès. Voilà, donc c'est un peu ce que nous essayons de faire et j'encourage vraiment les jeunes à lire. D'abord, pour pouvoir s'exprimer, déjà premièrement, pour aussi pouvoir avoir, je peux dire, une certaine intelligence qui dépasse ce qu'on apprend à l'école, etc. Et tout. Et voilà. Une ouverture d'esprit surtout. Exactement. Alors, puisque vous êtes acteur, je pense que vous avez la possibilité et même la facilité de créer des cafés littéraires, je ne sais pas, des après-midi ou des soirées de lecture. Comme ça se faisait du temps de Senghor où l'art vivait vraiment. Je pense que maintenant, vous en êtes capable. Oui, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que je suis en train d'essayer de le faire. Je l'ai commencé, mais maintenant, lorsqu'on parle par exemple du Sénégal, le Sénégal il est grand. Il faut commencer quelque part. Et on commence quelque part, je commence d'abord dans les zones que je connais et après, j'essaye d'implanter ces mêmes choses-là ailleurs. Une chose est sûre, oui. Une chose est sûre, c'est que tous les jeunes sont sur Facebook. Ils sont dans les réseaux sociaux. Exactement. Déjà, c'est un milieu de rencontres. Voilà, et pour parler encore de Facebook, il y a par exemple 2 groupes dans lesquels je me trouve. Et ces groupes-là réunissent en fait des jeunes qui sont passionnés de lecture. Il y a le groupe des Readers et Nous aimons lire. Ce sont des groupes où vous allez voir des gens partager non seulement leurs opinions, leurs critiques des livres qu'ils ont lus, etc. Et tout. Et aussi, on incite aussi d'autres personnes qui ne sont peut-être pas des lecteurs aguerris à devenir des lecteurs. Vraiment. Voilà, donc on commence par le digital et après on va dans la réalité. Il y a même des rencontres, j'ai vu dernièrement des rencontres de dimanche, sur qui ont été initiées. Et je pense que si de telles initiatives sont déjà prises, ce qu'on peut faire, c'est juste les soutenir et puis les multiplier. Donc vous les prenez, c'est ça? Alors, moi, mon souci majeur, c'est la jeunesse en fait. Oui. Tout à l'heure, vous me disiez que heureusement pour vous, que vous faites en sorte que la jeunesse ait accès à votre livre, pour celui-là. Je ne sais pas pour les autres comment vous faites. Alors, bon, le problème en fait de l'accès du livre à la jeunesse, il a commencé avec mon premier livre publié en 2011, La jeunesse africaine a une voix. C'était un livre qui était vraiment adressé aux jeunes. Et il est sorti en France, il a été vendu en France, très bien vendu, etc. Et tout. Et malheureusement, il n'est jamais arrivé en Afrique. Parce que il y a des problèmes de distribution. Il y a des problèmes de distribution. J'ai essayé de taper à toutes les portes possibles pour faire venir le livre en Afrique parce que ce que je voulais, c'était que les Africains puissent avoir accès, les jeunes Africains d'abord puissent avoir accès à ce livre-là parce que c'était un message qui leur était adressé personnellement. Alors pourquoi c'est pas arrivé ici? Justement, ce sont des problèmes d'ordre divers, je dirais, parce que certains libraires disent qu'ils ne travaillent pas avec les libraires d'Afrique, des librairies d'Afrique, etc. Et c'est un peu compliqué. C'est même pour cette raison aussi que je suis allé vers l'auto-édition et la distribution de mes livres par moi-même. Voilà, donc Donc pour ce livre-là, je propose une autre édition par Kusoma vous-même. Justement, et c'est déjà en cours. Nous sommes en train de... Voilà, nous allons bientôt même mettre en ligne. Donc si vous me promettez que vous allez essayer que tous vos écrits soient... accessibles aux jeunes. D'accord, comme vous voulez. En tout cas, c'est les jeunes qui comptent parce que pour leur inculquer la lecture, c'est vraiment le bas âge. Évidemment. Si ça se comprend, je pense que ça pourrait passer. Évidemment. Merci Marcus. Je pense que nous sommes arrivés au terme de l'émission. C'est quoi votre dernier mot? Alors, mon dernier mot, c'est de vous dire merci. C'est déjà assez rare de trouver des gens qui sont intéressés par le livre, par la lecture, au point d'en faire des émissions. Donc, vraiment bravo de votre part. Et j'espère que
Bouquinon va aller encore beaucoup plus loin, toucher encore pas mal de nouveaux auteurs, des jeunes auteurs comme moi, surtout, etc. Surtout, non, pour ça, il ne faut même pas s'inquiéter. Je suis pour les jeunes auteurs parce que les grands ont vraiment réussi à s'intégrer. Ils n'ont pas de problème d'édition parce qu'ils ont un nom. Évidemment. Merci de nous avoir suivis. C'était Bouquinon avec Ibouka, le grand africain. Je ne saurais même pas quelle nationalité lui attribuer tellement il est. Africain. Merci, à la prochaine.